Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors aujourd'hui, une vidéo permettant d'appréhender ce qu'est la veille informationnelle. Et voilà, j'ai un petit problème. Voilà, la veille informationnelle, qu'est-ce qu'elle est? Quelles en sont les méthodes? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Alors, une petite infographie issue du site cleancutmedia.com qui permet de se rendre compte de l'ampleur de la tâche, puisqu'il indique ce qui se passe sur Internet en 60 secondes, c'est-à-dire en une minute, bien évidemment. Et alors, on va pas tout passer en domaine, en domaine, en domaine. YouTube, c'est 72 heures de vidéos qui sont placées sur le site par minute. Donc c'est énorme, comme vous pouvez le constater. 1,4 million sur Skype d'échanges. Google, 2 millions de recherches par minute sont effectuées sur Google. 571 websites nouveaux sont créés en une minute. 204 millions d'emails envoyés, donc ce sont des données absolument vertigineuses et ce qui montre que, évidemment, la volumétrie des informations sur Internet est absolument incroyable et donc, bien sûr, rend la tâche difficile. Donc la veille, c'est quoi? C'est rechercher des informations sur Internet. Il existe deux méthodes, la push et la pull. Alors la push va permettre de programmer un outil qui va lui-même rechercher l'information et la pousser vers l'utilisateur. Alors, on va les voir, ces méthodes, ces outils. On a les alertes, notamment les alertes Google, mais également les flux RSS. Alors, flux, c'est un X, là, je vois qu'il y a une petite faute. Really Simple Syndication, on va voir ça aussi. Alors, l'avantage de la méthode push, c'est que elle permet un gain de temps, puisque c'est pas vous qui recherchez l'information, mais l'outil que vous avez programmé. Le désavantage, c'est que il va être capable de vous renvoyer des informations qui ne vous intéressent pas ou des informations en double, en triple, en quadruple. On parlera à ce moment-là d'un trop plein d'informations, infobésité. La méthode pull, alors là, c'est l'information qui est extraite par l'utilisateur. Directement. Donc l'avantage, c'est qu'évidemment les informations sélectionnées sont pertinentes puisque c'est l'utilisateur qui les recherche. Le désavantage, c'est que cette méthode est lente et chronophage puisque pendant que vous êtes à la recherche de ces informations, vous ne faites pas autre chose. Donc évidemment, chronophage, mangeur de temps, ça prend du temps à réaliser. Alors après, la méthode push aussi, puisqu'il va falloir prendre du temps pour trier tout ce qui va être envoyé par la méthode. Alors, bien sûr, lorsque l'on met en place une veille, il va falloir contrôler l'information. Alors, on peut résumer avec cette méthode QQOQ CCP les différents points à prendre en compte. Donc, quelle est la nature du site? Est-ce que c'est un site associatif, un site commercial? Qu'est-ce qu'on peut penser de sa crédibilité? Si c'est un site commercial, bien sûr, il va dire du bien du produit en question, puisque son but, c'est de le vendre. Donc, par conséquent, forcément, la crédibilité, là, peut être mise en cause sur l'information que l'on récupère. Qui a écrit l'information? Donc, est-ce qu'il est indépendant, de la même façon que ce qu'on a vu au préalable? Est-ce que sa parole est crédible? Voilà, l'auteur qui a rédigé l'information. D'où provient l'information? Faites attention au pays, nous ne sommes pas le seul pays francophone. On trouve notamment des pays africains, et puis bien sûr, nos cousins du Québec parlent le français, mais leur réglementation n'est pas la même que la nôtre. Donc les informations que vous trouvez sur ces sites peuvent ne pas être les bonnes. Donc attention à la provenance géographique de l'information trouvée. Quand, attention, sur Internet, tout n'est pas récent, donc vérifiez la date
d'édition de l'information, de la page sur laquelle vous avez trouvé l'information en question. Comment l'info est-elle rédigée clairement? Est-ce qu'il y a des sources? Est-ce qu'il y a des liens qui renvoient sur d'autres sites mentionnant l'information? Combien de sites donnent la même information? Alors, plusieurs sites peuvent véhiculer la même fake news, hein. Donc évidemment qu'il faut faire attention, c'est pas parce qu'on trouve l'information sur plusieurs sites différents qu'elle est forcément fiable. Mais c'est quand même un point important lorsque l'information est véhiculée sur plusieurs sites, on peut penser que la piste est fiable. Et puis enfin, pourquoi? Quel est le but, l'objectif et le public visés par le document en question? Ce qui permettra de mieux cerner cette information. Alors on parle également de périodicité de la veille, c'est-à-dire comment, ou plutôt quand elle est mise en place. Donc on a 3 périodicités différentes. La veille ponctuelle, c'est à un instant T qu'on fait cette recherche d'information et dans un contexte précis, par exemple une étude de marché avant la mise en vente d'un nouveau produit. La veille périodique, elle va revenir régulièrement chaque année, par exemple pour prendre connaissance de la loi de finances de l'année en cours, de nouvelles règles au niveau des bilans, par exemple des sociétés. On va chaque année réaliser cette veille. Et puis une veille permanente, c'est-à-dire que on est en permanence à l'écoute des nouveautés sur un thème particulier, et très souvent, eh bien, on utilisera l'alerte, mais pas uniquement, hein. On peut également programmer des logiciels sur la base de liens RSS, que l'on appelle des agrégateurs d'ailleurs de liens RSS. Les risques liés à la veille, donc il y en a 2, la sous-information, on manque d'informations, ou alors ce qu'on a récupéré n'est pas fiable, ou la surinformation, donc on l'a déjà vu, c'est l'infobésité. On a trop d'informations, on a mal délimité le périmètre de la recherche, et donc, du coup, eh bien, on est submergé d'informations, on n'arrive plus à retrouver la bonne. L'alerte Google, donc, c'est une méthode push, donc Google va chercher à votre place le renseignement. Donc ce service est gratuit, il est proposé par Google. Donc pour le trouver, c'est assez simple. Je vous ai mis l'adresse, mais il suffit de taper alerte Google dans le moteur de recherche du même nom. Et bien évidemment qu'il va vous le trouver tout de suite, puisque c'est la même société. Donc il va falloir placer des mots-clés pour mettre en place cette alerte. Donc c'est assez simple, hein. Voici l'outil en question. Donc je saisis ici une série de mots-clés, puis je vais demander à afficher les options pour avoir cette partie basse là, et je vais pouvoir lui dire que je veux recevoir l'information à telle fréquence. Donc là il est positionné sur une fois par semaine. Ça peut être quotidiennement, ça peut être à chaque fois qu'une info est trouvée. Faites attention parce que vous risquez de submerger votre adresse mail, donc faites attention. De toute façon, d'une manière générale, je vous conseille de créer une adresse mail spécialement dédiée à votre veille pour ne pas surcharger la vôtre existante, et puis pour permettre de retrouver immédiatement les informations plutôt que de devoir fouiller dans vos mails perso. La source, donc vous laissez sur automatique. La langue, ici, nous, c'est le français. La région, toutes les régions, ou alors vous pouvez cibler davantage la région d'où provient l'information. Et puis le nombre de résultats, seulement les meilleurs résultats pour ne pas submerger, hein, et rentrer dans l'infobésité. Puis vous mettez votre adresse mail, créez l'alerte, et voilà, c'est tout. C'est très simple de créer une alerte Google. Alors, les agrégateurs de liens, il y en a plusieurs, donc je vais vous parler des 2 principaux. NetVibes, qui est probablement le plus connu, qui n'est pas mon préféré, mais ça c'est affaire de goût. Donc comment est-ce qu'on peut avoir accès à NetVibes? Eh bien, on va sur le site, on se crée un compte, puis on clique sur le petit plus pour créer un sujet de veille.
ici, hein, voilà. Et eh bien, on va obtenir et stocker les informations dans des fenêtres comme ça. On va pouvoir créer plusieurs onglets de façon à, à classer les informations par thème. Et voilà donc ce qu'on entend par le dashboard, hein, qui stocke toutes les informations qui auront été renvoyées par les flux RSS. Un autre agrégateur est The Old Reader, qui permet, hein, la même chose, mais moi je trouve qu'il est beaucoup plus pratique et beaucoup plus malléable, mais c'est affaire de goût. Donc s'inscrire comme sur NetVibes sur leur site, theoldreader.com, puis on commence par entrer les adresses de sites contenant les informations recherchées, puis on les place dans un dossier, où on peut en créer des nouveaux si besoin. C'est assez pratique et assez simple d'utilisation dans l'absolu. Alors, on a également les sites sociaux qui permettent de trouver des informations. Donc, parmi les plus connus, on peut citer LinkedIn, dont les informations sont généralistes, évidemment, Viadeo, Twitter, GitHub, plutôt pour les projets informatiques, Dribbble pour les graphistes, Stack Overflow pour les projets informatiques également. Donc il y en a évidemment beaucoup d'autres. Nous ne sommes pas exhaustifs ici. Les moteurs de recherche, donc les principaux, vous les connaissez, je dirais même le principal, c'est Google, hein, mais on trouve également Yahoo, voilà, je suis même plus sûr qu'il existe. Et on va utiliser des mots-clés pour ces recherches. Donc il faut savoir qu'on a des mots-clés larges. Eh bien, c'est par exemple musique, cinéma, art. Si on ne saisit que ça dans un moteur de recherche, on va avoir énormément de résultats, trop de résultats. Donc on va associer à ces mots-clés larges des mots-clés profonds. Ils vont permettre d'affiner la requête en mettant des sous-genres. Par exemple, si je mets musique, eh bien, je peux rajouter rap, ce qui va réduire les résultats à des musiciens de rap. Et puis on peut également utiliser des mots-clés exclus, c'est-à-dire qui vont exclure de la recherche certains termes qui ne sont pas pertinents pour ce que l'on cherche. On les fera précéder par le signe moins. Donc, par exemple, si je fais une recherche sur mes concurrents et que je suis une entreprise du bâtiment, je vais mettre en mot-clé large entreprise, en mot-clé profond bâtiment, peinture, Essonne, puisque je me trouve dans l'Essonne, et le mot-clé interdit, ce sera artisan, puisque les artisans ne m'intéressent pas, ils ne sont pas considérés comme mes concurrents directs. Alors la syntaxe, on l'utilise rarement, hein, mais il est bon de la connaître pour rendre sa recherche plus pertinente. Donc, par exemple, si je recherche politique et France dans la même page, je vais faire précéder ces termes par le signe plus. Ce qui fait qu'il va me retrouver des pages qui contiennent à la fois le mot politique et le mot France. Si je mets or, il va me rechercher soit des pages qui contiennent politique, soit qui contiennent France dans la même page. Pour rechercher dans une langue particulière, si je recherche des pages traitant de Batman en français, eh bien je vais mettre Batman, language, français. Pour rechercher une expression, c'est-à-dire constituée de plusieurs termes, eh bien je mettrai cette expression entre guillemets, ce qui permettra au moteur de ne pas chercher par exemple pour vente à distance, vente d'un côté, distance de l'autre, etc. Il va comprendre que je veux le terme complet, vente à distance. Et souvent les recherches sont complexes, donc pour effectuer ces recherches complexes, eh bien, je vais mettre en place tout ce que je viens de voir. Donc par exemple, si je recherche un fournisseur d'accès Internet, sauf Orange, puisque c'est chez eux que je veux en changer. C'est un exemple, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer de fournisseur lorsqu'on est chez Orange. Eh bien, je vais mettre fournisseur d'accès entre guillemets, plus Internet. Donc, je veux que dans les pages, il y ait fournisseur d'accès et Internet, moins Orange, puisque je ne souhaite pas recevoir les informations de Orange.
La newsletter, donc, est une autre source d'information disponible sur Internet. Donc, c'est une lettre d'information. On parle également d'infolettre, de newsletter ou de cyberlettre. C'est un document envoyé par courrier électronique à une liste de personnes qui se sont inscrites. C'est la loi, il faut être inscrit. Alors évidemment qu'on en reçoit sans s'être inscrit, mais vous verrez qu'il y a toujours moyen de se désinscrire du newsletter puisque c'est obligatoire. Alors les plus intéressantes, mais d'un point de vue de droit, sont les éditions Tissot, Dalloz, NetIris. Mais on a également Creda Concurrence pour les droits à la concurrence. On a évidemment tout ce qui est sites gouvernementaux, comme le Sénat par exemple, etc. La liste est évidemment exponentielle. Et puis enfin, dernier point, lorsque l'information a été trouvée, eh bien, il faudra la diffuser. Et donc, faire attention à la rendre disponible, notamment lorsque l'on fait cette veille au sein d'un projet. Eh bien, dans un projet, on n'est pas seul, donc il faut rendre disponibles les résultats de notre veille de façon à ce que chacun puisse y avoir accès. Donc on a 5 facteurs principaux pour la diffusion de la veille: le ciblage des destinataires, savoir à qui est destinée cette information, donc il ne faudra pas qu'elle soit trop, par exemple, technique ou scientifique si les destinataires ne sont ni techniciens ni scientifiques. Les supports, comment est-ce qu'on va véhiculer cette information trouvée, par une alerte, une lettre d'information, des articles de journaux internes par exemple, les canaux de diffusion par les réseaux sociaux. On verra que par exemple on peut utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer l'information en rendant ces réseaux accessibles aux autres membres d'une équipe projet, par exemple, ou alors par mail, en faisant un mailing, etc. La périodicité de diffusion, donc, elle ressemble effectivement aux périodicités de la veille. Est-ce qu'elle est permanente, c'est-à-dire que dès qu'une information est trouvée, on la communique aux autres? Est-ce qu'elle est ponctuelle, c'est-à-dire que c'est à un instant T qu'on va communiquer, et puis une fois que l'information est communiquée, eh bien on n'en parle plus, on n'a plus besoin d'y revenir dessus? Ou est-ce qu'elle est périodique, c'est-à-dire qu'elle reviendra à une certaine période de l'année? Et puis enfin, les contenus et leur organisation, il va falloir voir comment est-ce qu'on rend disponible cette information en la classant, par exemple, dans des dossiers différents ou dans des envois différents. Enfin, tout ça sont des décisions qu'il faut prendre à l'avance pour diffuser correctement les résultats d'une veille. Voilà, cette vidéo sera suivie de 2 autres, une sur la diffusion justement, et nous verrons des outils permettant de la faire, et puis une autre sur les flux RSS, dont nous rentrerons un peu plus dans les détails, notamment en montrant l'utilisation de l'agrégateur de liens DiodReader. Tout ça à suivre dans des prochaines vidéos sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.